de Jardin et Santé et d'Anne Chahine, sa présidente, nous sommes heureux de vous accueillir à cette seconde table ronde. Jardin et Santé, vous le savez sans doute, est une association caritative qui soutient le développement de jardins à visée thérapeutique au sein d'établissements hospitaliers et médico-sociaux dans toute la France grâce à l'attribution de bourses. 70 jardins ont déjà bénéficié de ces bourses et ceci est possible, leur financement est possible grâce à nos partenaires Greenlink et la Fondation Le Marchand, grâce aussi à de généreux propriétaires qui ouvrent leur jardin au profit de notre association, grâce enfin à des dons et à des adhésions à notre association. J'en profite pour vous faire part de notre souhait de vous voir adhérer le plus nombreux possible. Une autre de nos activités consiste à faire connaître les jardins à visée thérapeutique, à partager les expériences et les connaissances grâce à des symposiums internationaux que nous organisons depuis 2008. Le 6e symposium qui était prévu en 2020 n'a pas pu avoir lieu pour des raisons que vous connaissez tous et nous avons remplacé par une autre formule qui est celle des tables rondes. Je remercie Fanny Cérez, Guillaume Douillard, le docteur Pommier, Mélanie Selle et Josette Kopp qui ont accepté de participer à la table ronde de ce soir et qui vous seront présentés par Isabelle Bouc de la Fédération française Jardin, Nature et Santé. Soirée donc, nous la remercions vivement d'animer. Cette soirée a pour thème de l'exclusion à l'inclusion, des jardins à visée thérapeutique pour tous les professionnels. Je vous souhaite une excellente soirée et je laisse la parole à Isabelle. Merci Yann. Merci de l'organisation de cette deuxième table ronde en ligne. Je vais peut-être dire un tout petit mot de la Fédération française Jardin, Nature et Santé pour la présenter très brièvement. Donc, elle a été créée en 2018 par des professionnels issus à la fois du monde de la santé et du monde du végétal, des gens qui conçoivent, qui créent, qui animent des activités d'orthithérapie et d'écothérapie pour des produits très variés. Et donc, la fédération a pour objectif tout simplement de faire connaître, de faire reconnaître les médiations non médicamenteuses que sont l'orthithérapie et l'écothérapie au profit de personnes fragilisées qui, dans le contact avec la nature et avec le jardin spécifiquement aussi, peuvent améliorer à la fois leur santé globale et leur qualité de vie. Donc, je vais faire juste des petits rappels que Lamia vient déjà de faire, mais d'éteindre vos micros si vous n'êtes pas en train d'intervenir, de vous servir de l'espace de discussion pour poser vos questions que nous poserons entièrement à la fin. De cette façon, voilà, nous allons essayer de maximiser le temps que nous avons pour chaque intervention et on gardera les questions pour la fin. Et puis aussi, comme vient de le faire Lamia, l'enregistrement est lancé et il y aura un replay. En cas d'impossibilité de rester jusqu'au bout, vous pourrez le regarder plus tard. Voilà, je vais en fait présenter très rapidement le thème. Donc, Anne l'a dit, le thème c'est de l'exclusion à l'inclusion, un jardin à visée thérapeutique pour tous les professionnels. Donc, les jardins à visée thérapeutique, ils naissent et ils vivent grâce à une variété de professionnels. Et nous avons donc rassemblé un panel de 5 intervenants pour 4 projets différents qui, voilà, à leur façon, donc, ont été amenés à créer ces jardins avec leur profession à eux, mais aussi amenés à collaborer avec d'autres professions. Ils nous en parleront. Et dans tous les cas, l'idée, c'est de favoriser, grâce aux jardins à visée thérapeutique, l'inclusion de patients, de résidents, de bénéficiaires divers, principalement en milieu hospitalier, en milieu médico-social. Donc, ils vont vous faire part de leurs expériences. Et voilà, je vous les présenterai chacun à leur tour pour là aussi être un peu plus efficace. La première personne qui va prendre la parole sera Fanny Cérez. Ensuite, nous écouterons Guillaume Douillard, puis Dr Pommier et Mélanie Selle. Et
Josette Kopp sera la dernière intervenante. Donc Fanny Cérez, ben voilà, vous voyez son parcours s'inscrire, donc je n'ai peut-être pas la présenter plus avant. Elle va nous faire une présentation sur son travail auprès des personnes âgées et remettre leur parole à eux au cœur des choses dans la création des jardins. Voilà, c'est à vous, Fanny. Bonjour, donc merci beaucoup d'abord de m'accueillir et de me donner cette opportunité de partager nos réflexions avec vous. Donc en effet, donc moi je suis architecte, j'accompagne assez peu de création de jardins. Ceci dit, on est confronté dans les projets qu'on mène auprès d'établissements médico-sociaux et d'hôpitaux toujours à cette question de la relation à l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là qu'il me semblait important de pouvoir apporter deux, trois précisions, et notamment autour de cette question d'inclusion qui est un point qui nous intéresse beaucoup, voilà, de pouvoir réfléchir sur comment est-ce que ces jardins sont vécus par les personnes auxquelles ils s'adressent. Donc d'abord, et j'imagine que ça a été déjà sans doute exploré dans le cadre d'autres tables rondes. Si c'est pas le cas, il y a quand même un outil dont je voulais vous faire part qui est assez fondateur pour les établissements autour de la conception d'établissements de jardins à visée thérapeutique dans les établissements, et qui propose une typologie de ces jardins que je trouve assez intéressante, en tout cas qui peut inspirer. Donc vous voyez ce qui ressort de la proposition qui est faite notamment par la Fondation Médéric Alzheimer et puis d'autres personnes, c'était de pouvoir classifier en fonction de l'usage et de l'objectif les jardins. Et donc, on voit bien entre des jardins où on se rencontre, des jardins qui permettent d'avoir des échanges avec les riverains, des jardins qui permettent de faire des activités, de transmettre, de créer, des jardins qui permettent de se souvenir, des jardins qui sont des espaces de liberté. Et puis, le petit point, dernier point, moi, qui m'a beaucoup interpellée, c'était le jardin vitrine. Alors, dans la manière dont il est présenté, vous voyez, il embellit le cadre de vie, il répond à un souci esthétique, il valorise l'image de l'établissement dont il est une belle vitrine, mais il se limite souvent à un beau décor dépourvu de sens pour les résidents qui l'utilisent peu. Et alors, cette question-là a commencé à m'interpeller un petit peu, et c'est un sujet qu'on voit aussi beaucoup à l'intérieur des structures où on se dit, finalement, si ça se contente d'être juste beau, est-ce que c'est vraiment adapté? Donc, j'avais envie de réfléchir avec vous autour de ces sujets-là et de pouvoir poursuivre notamment autour de la manière dont ces jardins sont pensés pour répondre à ces différentes dimensions. Et on mène la quasi-totalité des projets qu'on mène, on co-construit avec les équipes, mais avec les résidents aussi eux-mêmes. Et puis là, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'unités protégées à destination de personnes qui ont des troubles cognitifs, arrive cette question de ce patio jardin qui est au milieu. Vous savez, dans les unités, il faut faire ce genre d'espace. Et quand on discute avec les professionnels, donc là, je vous livre un peu ce qu'ils en disent. Ils disent, voilà, ce jardin, on voudrait une allée circulaire qui permette une déambulation sur un parcours sécurisé, de la végétation reconnaissable par les résidents, des espaces de repas, des bacs à hauteur, une dimension sensorielle et stimulante. Et puis finalement, une idée très forte que ce jardin, il est une forme de palliatif ou de réponse à des troubles du comportement. Donc ça, c'est ce que nous disent les professionnels. Et là, la visée thérapeutique, elle ressort de manière très claire et très forte. Et puis après, on fait les mêmes groupes avec les résidents, donc là, d'unités protégées atteintes de troubles cognitifs, et on dit alors, ce jardin, qu'est-ce qu'on en fait? Et puis là, on se rend compte qu'il y a un écart qui est assez grand entre ce que projettent les personnes et les premières préoccupations qui étaient dites par les professionnels. Et je pense notamment, voilà, la première chose qu'ils me disent, on voudrait des roses, on voudrait des choses fragiles. Alors, les professionnels, ils disent, mais surtout, il ne faut pas de roses parce qu'il y a des épines et que c'est dangereux. Ils nous disent, on voudrait des grenouilles, on voudrait s'allonger. Bah oui, mais s'allonger, c'est pas tellement adapté. Vous savez, ils ont du mal à se relever. On voudrait des oiseaux. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce que quand les professionnels parlaient des troubles rencontrés par les gens et de l'anxiété, finalement, les personnes, elles, parlent plutôt de la sérénité que ça leur apporte. Donc, en fait, on a un rapport qui est un peu inversé. Et puis, vous voyez, cette idée d'avoir une petite tortue, donc un vrai ancrage autour de la possibilité d'observer du vivant, d'être spectateur de toutes ces choses. Et tout ça,
m'a amené à dire, mais en fait, ce que veulent les gens et la manière dont ils utilisent leur jardin, c'est assez privé, on ne sait pas trop. Donc, j'ai mené ma petite enquête auprès de mes grands-parents qui m'ont fait visiter leur jardin. C'était assez intéressant et je me suis dit, ça pourrait aussi nous inspirer et ils ont sans doute, ils en tirent un très, très grand bénéfice. Donc, la première chose qui était assez intéressante, c'est que leur jardin n'est pas un jardin pour eux, c'est un terrain arboré. Parce que pour eux, le jardin, c'est un espace dans lequel on fait pousser des choses et puis là, le sol ne permettait pas parce qu'il y avait que des cailloux, donc c'est pas un jardin, c'est un terrain. Mais au fur et à mesure qu'on explore ce jardin, ils nous disent que tous les jours, on fait tout le tour. Alors 2000 mètres carrés, vous imaginez, à 82 ans, c'est quand même une belle mobilisation. Ce jardin, il fleurit et c'est un endroit dont on ne part pas. Ils vivent en double villégiature, ils ne quittent pas leur maison au moment où il y a toutes ces fleurs. Ce jardin, il a des arbres fruitiers et puis ils sont un peu capricieux. Ces arbres fruitiers, un abricotier et un figuier qui donnent rien et ça fait l'objet de plein d'échanges avec les voisins. Ils auraient quand même ces arbres, pourtant je les ai taillés, des conseils, etc. Et puis ce jardin, c'est plein d'entretien. Donc il faut débroussailler. Et je vois ma grand-mère qui retourne des petits pots sur les petites pousses pour le protéger de la débroussailleuse de mon grand-père qui va tout zigouiller. Enfin, c'est un espace en fait d'interaction, de négociation du territoire. Et puis ce jardin, il est aussi en lien avec l'intérieur. Il sert à stocker des choses qu'on utilise dedans, comme stockage du bois. Et c'est un jardin aussi qui peu à peu est de moins en moins utilisé avec l'avancée en âge, notamment la fameuse corde à linge, depuis que la voisine s'est pris les pieds dans le drap, comme disait ma grand-mère. Et puis, elle nous parle de son composteur qui est paresseux. Ça, c'était intéressant comme terme parce que franchement, il produisait pas grand-chose. Alors, je me suis dit, tiens, voilà, ça, c'est le jardin pour eux. Et puis, mon jardin à moi, donc là, vous voyez mon petit jardin. Alors, moi, j'ai 35 mètres carrés de jardin, donc c'est vraiment une vision très, très, très réduite. Et mon jardin à moi, c'est un espace d'émerveillement où j'ai mis des plantes qui me font voyager. Et c'était très aidant pendant le confinement, d'ailleurs, d'avoir un petit bout comme ça. Une petite glycine qui ne veut toujours pas pousser et que j'attends amoureusement de voir pousser. C'était une extension de ma maison qui est aussi petite que mon jardin. Et puis, des enfants qui viennent ramasser des abricots, un endroit où je fais la sieste dans mon hamac, un endroit où on fait les apéros, où on cache les œufs, où il y a des chats, des poissons, là aussi des grenouilles, où j'entends des oiseaux. Et puis, à l'inverse de mes grands-parents, un composteur ultra productif. Donc, en fait, mon jardin et le jardin de mes grands-parents, ça n'est pas un jardin passerelle, ça n'est pas un jardin mémoire, ça n'est pas un jardin vitrine, c'est quelque chose d'assez différent. Et ce que je trouve intéressant, notamment dans les travaux qui ont pu être faits par des auteurs comme Maurice Sauzet, qui est un architecte qui a vraiment travaillé sur la manière de créer du flou entre l'intérieur et l'extérieur, de penser que le jardin n'est pas qu'un espace en soi, il est aussi un contre-espace de l'espace intérieur. Il nous donne finalement ce jardin peut-être à réenchanter ce qu'il y a à vivre à l'intérieur. Et quand on pense à ces espaces souvent hospitaliers, sanitaires, qui ne sont pas tellement des lieux d'émerveillement, on se dit que peut-être qu'il y a des choses à partager autour de ce qui était nommé avec un peu de mépris ces jardins vitrines. Et autour de cette question de la beauté, de faire des choses qui sont belles, moi je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Moi, quand je pense jardin, et vous avez vu mon jardin d'ailleurs, il y a un petit côté jardin zen qui me vient tout de suite et où on voit d'ailleurs qu'il y a un travail qui est très grand, qui s'appelle pas la visée thérapeutique, mais il y a un enjeu qui est très très important au Japon autour de ces jardins-là. Et ça me fait penser à cet ouvrage d'Alain de Botton qui a écrit, alors j'ai vu que vous avez Le bonheur est dans le jardin, donc lui il a écrit L'architecture du bonheur, c'était assez intéressant et il nous dit la chose suivante. Il nous dit que qualifier de belle une œuvre architecturale ou de design, et on pourrait rajouter ici de paysage, c'est reconnaître en elle une expression à des valeurs essentielles à notre épanouissement, une incarnation de nos idéaux personnels dans un support matériel. Et finalement, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette question de l'épanouissement et même de la beauté. Et quand on regarde la définition de ce qui est beau, le Larousse nous dit, c'est quelque chose qui suscite un plaisir esthétique qui cause du bien-être. Et quand on se rapporte à la définition de la santé de l'OMS, que nous dit l'OMS? Elle nous rappelle que la santé est avant tout un état complet, physique, mental et social de bien-être. Et alors, on se dit que peut-être que de donner à voir des choses très belles, c'est contribuer d'une façon peut-être un peu moins palpable
à la santé des individus, mais peut-être aussi tout aussi importante, surtout dans des moments qui sont très difficiles, comme la fin de vie. Et alors, quand on voit certains jardins thérapeutiques, moi, je me pose toujours cette question, c'est est-ce que c'est beau? Est-ce que quand je vois ça, je me dis, tiens, c'est un vrai support à mon épanouissement? Est-ce que ça me fait rêver? Est-ce que ça enchante ma vie? Et très souvent, on a des choses qui sont assez caricaturales, ou en tout cas que les résidents, alors nous, pour le coup, on travaille beaucoup avec des personnes qui ont des troubles cognitifs et qui souffrent aussi de confusion, qui ne reconnaissent pas toujours ce qu'il y a autour d'elles. Beaucoup de ces choses sont tellement étranges pour elles. Mais qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Qu'est-ce que c'est que ce sol avec ces 4 morceaux de gravier et de cailloux? Comment est-ce qu'on comprend ces choses-là? Et donc, par rapport à tout ça, nous, la question qu'on se pose, c'est finalement ces jardins ultra sécurisés, ultra adaptés, où on a mis des tas de couleurs côte à côte pour stimuler la vue, où on a mis des graviers différents pour faire la mobilisation. Est-ce qu'on n'est pas venu recréer de manière artificielle des choses qui finalement renvoient aux personnes les difficultés qu'elles rencontrent et puis peut-être les stigmatisent dans ces difficultés, alors que des jardins plus ordinaires pourraient mobiliser de la même manière ces choses-là. Et donc, la question que j'avais, et je vous montre là, cette photo que j'aime beaucoup, qui est le jardin de la maison, ça s'appelle La Maison, qui est un centre de soins palliatifs à Gardanne et qui a été pensé pour être vraiment un espace d'épanouissement profond, de ressourcement dans les derniers moments de la vie. Et je me suis dit, ce qui finalement devrait ou pourrait porter les porteurs de projets, avec toutes les autres choses que vous savez faire bien mieux que moi sans doute, avec toute l'expertise que vous avez, c'est de se dire comment est-ce qu'on va être capable d'avoir ces visées thérapeutiques, d'obtenir l'ensemble des choses qui sont importantes, sans que ces adaptations, finalement, viennent stigmatiser les personnes. Comment est-ce qu'on va être capable de rendre ces adaptations et la dimension thérapeutique vraiment présente, mais totalement invisible, de telle sorte que d'autres dimensions, comme une dimension plus poétique, puissent exister dans ces jardins et qu'elles puissent toucher une autre partie des individus que moi j'appelle, voilà, et qui pourraient soutenir l'enracinement de l'être au monde, qui sont des points qui souvent sont très très difficiles quand les personnes sont institutionnalisées, elles sont clairement déracinées de là où elles étaient, et je trouve que c'est eux qui en parlent le mieux, et se retrouver déracinées dans un lieu qui en plus est si peu ordinaire, qui est tellement différent de toutes les choses qu'ils connaissent, voilà, donc toutes les choses que je dis là, donc je sais que c'est un petit peu à contre-pied et que ça demande sans doute de beaucoup réfléchir, mais je trouvais que c'était assez intéressant le regard des professionnels du début par rapport à ce que les gens attendaient de ce jardin et de voir comment est-ce qu'on peut coproduire finalement ces jardins pour qu'ils répondent aux attentes des personnes elles-mêmes au-delà de simplement cette visée thérapeutique. Voilà, donc si ces choses-là vous intéresse. Alors, le jardin, comme je l'ai dit, n'est pas du tout ma spécialité, mais on se pose exactement les mêmes questions sur les intérieurs, en fait, de ces établissements. Là, vous voyez une photo d'un EHPAD à l'intérieur où on a pu retravailler en se posant tout à fait les mêmes questions. Comment est-ce qu'on est capable de faire de la beauté, des choses qui soient malgré tout adaptées pour les personnes qui y sont et qui soit potentiellement un lieu qui leur permette d'être habitants du monde et pas seulement hébergés, pas seulement patients, pas seulement résidents. Voilà. Donc, si tout ça vous intéresse, vous pouvez retrouver ce qu'on a publié sur notre site internet. Et puis, on tient un blog avec Colette Hénard, qui est consultante en gérontologie sociale, sur lequel on poste chaque lundi des retours de paroles de personnes qui vivent et travaillent en institution, qui s'appelle Un monde à part, chronique de l'absurdité institutionnelle, et où on s'attache à retranscrire justement ces paroles de personnes qui sont souvent très surprises des environnements dans lesquels elles vivent et qu'elles ont beaucoup de mal à comprendre. Voilà, je vous remercie. Merci Fanny d'avoir apporté ce regard différent et de extraordinaire. Je peux me dire très rapidement avec quel type de professionnels avec lesquels vous travaillez plus souvent. Alors,
quand on fait des groupes, les groupes sont souvent constitués d'aides-soignants, d'ergothérapeutes, d'ASH aussi, de médecins, d'infirmiers. En fait, on s'attache à avoir la totalité des fonctions représentées, les personnes qui vont entretenir le jardin, les familles, les bénévoles, et puis surtout les résidents eux-mêmes, parce que in fine, ils ont plein de choses à nous apprendre. Et puis alors souvent, ils savent tellement mieux jardiner que tous les autres qu'ils nous disent direct que ça, on peut pas le faire pousser là parce que ça n'a pas le bon ensoleillement, et puis que ça ira pas parce que machin, etc. Donc c'est assez intéressant d'imaginer aussi que le jardin, il peut être pas qu'un espace pour compenser leurs incapacités, mais aussi pour développer ou remobiliser leurs compétences et se sentir utile. Et ça, c'est assez chouette. En tout cas, les professionnels, ils découvrent les compétences des résidents souvent au jardin. Et ça, c'est très chouette. Tout à fait, cet échange, cette relation différente qui peut se nouer à cet endroit-là. Ouais. Merci Fanny pour votre présentation. S'il y a des questions pour Fanny, n'hésitez pas donc dans la partie discussion à côté. Nous allons maintenant passer